Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Bon, alors je sens que ma question va encore avoir une réponse qui va pas me satisfaire du tout, mais il faut quand même que je te la pose. Papy, c'est qui, lui? Lui, mon cher ami, c'est un peintre. Et il est là pour me refaire une petite beauté, parce que c'est important de prendre soin de soi de temps en temps. D'accord. D'ailleurs, tu devrais penser à en faire de même un petit peu de temps en temps. Non mais regarde-moi cette tenue. Bah, qu'est-ce qu'elle a ma tenue? Elle est très bien. Non mais attends, j'espère que tu plaisantes là. Je t'assure que de toute ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi négligé. Et pourtant, j'ai pas mal traîné sur les champs de bataille, et je t'assure que j'ai vu des soldats en train d'agoniser par terre avec une jambe en moins qui avait meilleure allure que toi. Ça manque de style, ça manque de charme, bref, tu n'es absolument pas distingué, mon cher petit-fils. Mais heureusement pour toi, tu as la chance, que dis-je la chance, le privilège de pouvoir compter sur ton vénérable grand-père, qui possède, et je le dis sans aucune vantardise, un talent inné pour ce qui est de se bâtir ce que vous autres, les jeunes, appelez un look d'enfer. Et tu peux me croire, parce que de mon vivant, eh bien, aucune femme ne savait résister à mon charisme légendaire. Il y a même une fois où un ennemi a refusé de me tuer tellement il me trouvait beau. Et en même temps, je le comprends, quand tu as la perfection en face de toi, personne n'aurait envie de l'abîmer, voyons. Alors c'est décidé, dès demain nous irons en ville et nous t'achèterons des vêtements tout neufs. Et tu verras que grâce à mes conseils avisés, nous aurons au fait de transformer cette espèce de dépotoir ambulant qui te sert de garde-robe en un truc extrêmement stylé. Ah, ça y est, c'est fini, montrez-moi. Le monde des sorciers fourmille de créatures en tout genre. Certaines d'entre elles sont des animaux fantastiques, comme par exemple le phénix, le nifleur ou encore le beau truc, et font parfois office d'animaux de compagnie pour les sorciers, tandis que d'autres sont des créatures intelligentes capables de s'exprimer dans notre langue, ce qui leur a permis d'intégrer la société et de vivre aux côtés des sorciers. C'est le cas des gobelins qui jouent le rôle de banquiers, des centaures qui forment leur propre société un petit peu à l'écart dans leur coin, et c'est aussi le cas de ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les elfes de maison, qui jouent le rôle de serviteurs, pour ne pas dire d'esclaves, pour les familles de sorciers. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est complètement malade ce peintre! Mais il est complètement crétin, regarde ce qu'il m'a fait, c'est un véritable attentat! Oui papy, c'est terrible ce qui t'arrive. Mais les elfes ne sont pas que ça, puisque ce sont eux aussi des êtres capables de pratiquer la magie, et nous sommes nombreux à avoir remarqué quelque chose d'assez troublant les concernant, c'est qu'ils semblent être largement plus puissants que les sorciers eux-mêmes. Et pour s'en convaincre, il n'y a rien qu'à regarder Dobby qui a réussi à neutraliser pas moins de 3 mange-morts dans toute l'histoire, puisque dans la chambre des secrets, il colle une dérouillée à Lucius Malfoy pour ensuite déglinguer Queue de Verre dans les reliques de la mort, avant de désarmer sans aucun problème Bellatrix Lestrange. Rien que ça. Vous pouvez me rappeler pourquoi c'est pas Dobby qu'on a envoyé pour défoncer Voldemort? Oh non mais je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, je n'ai plus aucune crédibilité! Bon, papy, c'est bon, ça va, maintenant on a compris que t'étais moche, d'ailleurs ça change pas trop d'habitude si ça peut te rassurer, alors est-ce que tu peux m'écouter maintenant? Mais bien sûr que non, je t'écoute pas, j'ai pas que ça à foutre, j'ai des problèmes, moi je te signale! Ok, c'est bon, détends-toi, et donc forcément, quand on sait tout ça, quand on sait que les elfes sont plus puissants que les sorciers, eh ben il y a une question qu'on est un petit peu obligé de se poser, eh ben pourquoi est-ce que les elfes sont les esclaves des sorciers? Et c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Alors si vous êtes prêts, eh bien sachez que moi aussi, alors on va se lancer sans plus attendre. On y va, c'est parti, let's... Mais papy, mais qu'est-ce que tu fais? Tant pis, je rase tout, ça m'est égal! De toute façon, ça va repousser, hein, pas vrai? Oh non, mes lunettes, je les ai fait tomber! Bon, ma paire de rechange. Et voilà! Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Enfin, je crois. Let's go. Non, parce que en dehors du fait que Dobby botte le cul d'absolument tout le monde dans cette saga, j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce que sont capables de faire les elfes de maison. Ces créatures peuvent disparaître à volonté, faire voler des objets, ensorceler un cognard, ce qui demande une puissance magique extrêmement poussée, ils peuvent transplaner, même là où les sorciers eux-mêmes ne peuvent pas le faire, et tout ça sans utiliser la moindre baguette magique, sans prononcer la moindre formule, et sans jamais avoir eu besoin d'aller à la moindre heure de cours pour apprendre à le faire. Ce qui, si vous connaissez un petit peu Harry Potter, n'est pas du tout le cas des sorciers. Et puis tant qu'on y est, pour les sorciers, les sortilèges dits informulés, donc ceux qui n'ont pas besoin d'incantation pour pouvoir être lancés, il y a vraiment très peu de sorciers qui sont capables de les faire. Voilà, tout ça pour dire que niveau magie, les elfes de maison, ils se positionnent à peu près
là. Et forcément, compte tenu d'une telle puissance, eh bien la question est légitime, pourquoi c'est eux les esclaves dans l'histoire? Et pour essayer de répondre à cette question, eh bien il faut commencer par se pencher sur le mode de vie et sur la condition de vie des elfes dans l'univers de Harry Potter. Les elfes de maison sont des personnages introduits dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. On y fait la connaissance de Dobby, premier elfe que Harry rencontrera dans l'histoire, et la première chose qu'on remarque, c'est son aspect misérable. Vêtu de ce qui ressemble à une vieille thé d'oreiller qu'on n'aurait jamais lavée, un physique rachitique et un air qui fait franchement un peu pitié. En d'autres termes, toi, Et avec tout le respect que je te dois, papy, je t'emmerde. Dobby nous donne un aperçu assez net de ce que sont les elfes de maison dans Harry Potter, des esclaves au service des sorciers. Ce qui est immédiatement confirmé quand Dobby commence à se mettre à lui-même des grands coups de latte dans la tronche, à cause du fait qu'il a désobéi à la famille de sorciers qu'il est censé servir, les Malfoy. oh mon dieu, tu veux dire que les elfes se punissent eux-mêmes quand ils désobéissent à leur maître? Mais c'est du génie, pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé plus tôt avec mes soldats? Ça m'aurait fait gagner un temps fou. Et au cours de son aventure, Harry croisera plusieurs autres elfes de maison. Il rencontrera Créature, l'elfe au service de la famille Black dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais aussi Winky, qui n'est présente que dans les livres, l'elfe de maison appartenant à la famille Croupton. Des elfes qui partagent tous les mêmes caractéristiques physiques que Dobby, avec les mêmes vêtements et qui semblent eux aussi être bien malheureux. Ce qui est compréhensible puisque visiblement ils sont surtout là pour faire toutes les corvées que les sorciers n'ont pas envie de faire à longueur de journée, le tout en étant en plus sans arrêt maltraités par leur maître. Mais depuis quand est-ce que ça fonctionne comme ça? Quand est-ce que les elfes se sont mis à littéralement devenir les larbins des familles de sorciers? À travailler gratuitement toute la journée en s'en prenant plein la tronche? Parce que si on avait une chronologie, peut-être qu'on pourrait comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Et puis c'est sans doute pas pour rien que ce sont surtout les vieilles familles de sorciers qui ont des elfes de maison. C'est bien parce que ça doit être une tradition ancestrale qui a débuté à un moment donné. Et bah justement, on ne sait rien là-dessus. On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça a commencé et J.K. Rowling ne s'est jamais étendu sur le sujet. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fait extrêmement longtemps que c'est comme ça et qu'aujourd'hui encore, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Mais en revanche, même si la tradition demeure, on peut quand même noter une certaine évolution dans la manière de considérer les elfes de maison, puisqu'au cours de leur existence, les elfes ont été soumis à différentes législations, toutes instaurées par les sorciers eux-mêmes. Déjà, il faut savoir que d'après l'article 3 du Code d'utilisation des baguettes magiques, les elfes n'ont pas le droit de posséder une baguette, étant donné qu'aucune créature non humaine n'est autorisée à en posséder une. Ce qui, tout à fait entre nous, permet sans doute aux sorciers de dormir sur leurs deux oreilles, puisque quand on connaît la puissance des elfes de maison sans baguette, je me dis que si les elfes avaient le droit d'en avoir une, qui amplifierait leurs pouvoirs qui sont déjà complètement balèzes, ce serait peut-être les sorciers qui seraient les esclaves des elfes en l'occurrence. Et d'autre part, il existe également une législation autour de l'encadrement des elfes de maison, dans lesquels on retrouve tous les devoirs et les obligations qu'ils ont envers les sorciers. Et pour faire court, déjà on y retrouve bien évidemment l'obligation d'obéir à la famille de sorciers qu'ils servent, mais on y retrouve aussi 2-3 autres trucs du genre, être obligé de demander l'autorisation de son maître avant d'utiliser la magie et tout un tas d'autres trucs comme ça. D'ailleurs, ça c'est en faisant mes recherches que je l'ai appris, je le savais pas avant, mais il existe même un bureau de relocalisation des elfes pour les elfes qui n'ont pas de famille de sorciers. C'est-à-dire que, admettons, toute la famille du sorcier meurt, l'elfe de maison, il va être réaffecté à une autre famille. Il est pas libre. Voilà, en bref, c'est carré quoi. Et c'est surtout vachement casse-pied. Ah ouais, c'est sûr que tout ça, ça nous donne pas vraiment une impression très positive sur le traitement des elfes de maison par les sorciers. Et si plus tard, après ma mort, dans très longtemps j'espère, je devais me réincarner en quelque chose, je suis pas certain du tout que je choisirais en elfe de maison. D'autant plus que non seulement ils sont obligés de faire tout ce que les sorciers leur demandent, mais comme on l'a dit plus tôt, ils sont aussi très souvent victimes de maltraitance. Mais fort heureusement, c'est un problème qui a été relevé par certains sorciers qui ont une vision plus moderne sur la manière dont on doit traiter les elfes de maison, à commencer par une légende littérale du monde de la sorcellerie, puisque l'une des premières sorcières à se pencher sur cette question n'est autre que Helga Poufsouffle elle-même. Car oui, Helga Poufsouffle fait partie des personnes notables dans le monde magique à avoir contribué à améliorer la vie des elfes de maison, et l'une des principales actions qu'elle a menées pour y parvenir a consisté à faire venir à Poudlard une bonne centaine d'elfes afin qu'ils retrouvent un peu de dignité et qu'ils soient assurés d'être bien traités. Une centaine d'elfes de maison qui jouent un rôle important dans l'enceinte de l'école, puisque ce sont eux qui font le ménage, transportent les bagages des élèves jusque dans les dortoirs, mais surtout ce sont eux qui préparent les repas qui sont ensuite téléportés comme par magie sur les tables de la grande salle pour nourrir tous les élèves. Et déjà, c'est un énorme progrès par rapport à ce qu'on a vu avant, puisque les elfes de maison à Poudlard se trouvent être particulièrement bien traités et satisfaits de leur situation apparemment. Au sein de l'école, ils ne sont plus punis, ils ne sont plus frappés, et ça c'est quand même assez exceptionnel mine de rien dans le monde
monde des sorciers. Donc il y a une nette amélioration, c'est vrai, mais en revanche, il subsiste encore un autre souci, c'est que tous ces elfes, aussi bien traités soient-ils, n'en demeurent pas moins les serviteurs des sorciers, même à Poudlard. Et en plus, certes, en faisant ça, Helga Poufsouffle a permis d'améliorer la situation de ces elfes-là en particulier, de manière à ce que eux aient une vie moins pénible, et c'est déjà une très belle action en soi, hein, je remets pas ça en question, mais ça ne reste jamais que 100 elfes de maison parmi les milliers qui existent à travers le monde, et ce que Helga Poufsouffle n'a pas réussi à faire, malheureusement, c'est d'améliorer la situation des elfes de maison à une échelle plus globale. Et pour 100 elfes qui vivent un peu mieux à l'intérieur de Poudlard, il en reste encore des milliers à travers le monde qui continuent de vivre un véritable calvaire. Et je dis pas que c'est de sa faute, en faisant ça, elle a eu l'occasion de faire passer un message. Le message que les elfes continuaient de travailler même si on les traitait bien. Mais ce message n'a pas suffi, et des siècles plus tard, les elfes de maison continuent d'être maltraités. Et c'est là qu'on va commencer à parler d'un sujet qui est absolument inévitable quand on parle des elfes de maison, puisque clairement on peut pas parler des elfes sans parler de ce sujet-là. Il est temps à présent d'évoquer le sujet de la Salle, la société d'aide à la libération des elfes créée par nul autre que notre chère Hermione Granger. Avec l'apparition de la Salle, J.K. Rowling introduit dans son œuvre un sujet important, celui du militantisme. Alors que Hermione est en train de passer sa 4e année à Poudlard, où se déroulent les premières épreuves du tournoi des 3 sorciers, quelque chose dont elle n'avait pas du tout conscience jusqu'à présent se jette tout à coup devant ses yeux. Les elfes sont les esclaves des sorciers, et il y en a des dizaines qui travaillent à Poudlard, qui font la cuisine, qui font le ménage et qui font toutes les autres tâches ingrates sans jamais avoir ni reconnaissance, ni même aucun salaire. Et c'est donc choqué par cette soudaine prise de conscience qu'Hermione décidera de créer une association visant à offrir à tous les elfes de Poudlard ce qu'ils désirent sûrement tous depuis toujours, la liberté, en leur confectionnant des vêtements qui, comme vous le savez, est la seule chose qui peut libérer un elfe de maison de sa servitude. Et c'est là qu'Hermione a dû faire face à une réaction pour le moins surprenante de la part des elfes, une réaction à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Les elfes se sont mis en colère et ont refusé qu'on les libère. Alors là, moi je comprends plus rien. What the fucking serious fucking down the fuck. Et plus surprenant encore, ils ont même fini par considérer Dobby comme étant en disgrâce. Justement à cause du fait qu'il était payé pour réaliser le travail qu'il faisait et qu'il avait même droit à côté de ça à des vacances. Ça les autres elfes, ils ont vraiment pas compris, ils ont trouvé ça inadmissible. Ils ont même été jusqu'à faire la grève en refusant de nettoyer une partie du château tellement ils étaient outrés et en colère qu'on veuille les libérer. Ah bah là clairement c'est très étrange, Je vous avoue, je suis un petit peu perdu. Mais c'est peut-être là que se trouve la réponse à notre question de départ. Pourquoi est-ce que les elfes sont les esclaves des sorciers? Les elfes sont les esclaves des sorciers tout simplement parce que c'est ce qu'ils veulent. Parce que finalement, il semblerait que les elfes apprécient réellement travailler gratuitement pour les familles de sorciers. Et pour le comprendre, il faut savoir de quoi s'est inspiré J.K. Rowling pour créer ces elfes de maison, et elle s'est inspirée d'une créature du folklore écossais qu'on appelle les brownies. Les brownies, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, ce sont plus ou moins des sortes de petits lutins qui vivent dans les maisons et qui réalisent toutes les tâches ménagères en échange d'un repas ou de la liberté de pouvoir s'amuser à se balancer sur un fer à cheval. Et de ce fait, ils ne sont pas réellement les esclaves de qui que ce soit. S'ils le font, c'est parce que réaliser des corvées est dans leur nature. C'est littéralement leur seule raison de vivre, c'est ce qui leur plaît. Et ce qui rend l'inspiration encore plus évidente par rapport aux elfes de maison justement, c'est que lorsque vous souhaitez remercier un brownie et lui signifier qu'il peut partir de votre maison car son travail est terminé, il suffit de lui faire cadeau d'un vêtement. Donc si les brownies sont bel et bien la source d'inspiration de J.K. Rowling pour créer les elfes de maison, eh ben il se pourrait bien que ces derniers soient au service des sorciers tout simplement parce que c'est dans leur nature. Ce sont des créatures qui trouvent le sens de leur vie dans la servitude. Et d'ailleurs, même Fred et George le diront à Hermione quand elle comprendra pas pourquoi les elfes de maison refusent d'être libérés, ils lui diront que c'est parce que les elfes de maison aiment travailler pour les sorciers et qu'ils ne veulent pas être payés. Et c'est assez intéressant parce qu'avec cette histoire, J.K. Rowling nous fait passer un message dans lequel elle tente de nous avertir sur la nécessité de comprendre les autres lorsqu'on souhaite se battre pour eux. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il est dangereux de se mêler des affaires d'autrui lorsqu'on n'a pas leur accord ou qu'on n'a pas saisi le cœur de leurs vrais problèmes, au risque déjà de les vexer, mais pire encore, d'aggraver la situation. Et typiquement, c'est ce que fait Hermione au début quand elle tente de les libérer, puisque là où elle voit de l'esclavage, les elfes de Poudlard, eux, n'y voyaient que la vie qu'ils ont et dans laquelle ils sont heureux. Winky, l'elfe de maison des Croupetons, ira même jusqu'à tomber en dépression et à mener une vie sans aucun but ni aucun sens après que sa famille l'ait relevé de ses fonctions. Et d'ailleurs, si dans les faits créer une association en vue d'améliorer la condition de vie des elfes est extrêmement positif, ça clairement on peut pas dire le contraire, surtout qu'en l'occurrence il y a vraiment un gros problème avec la maltraitance concernant certains, on peut néanmoins s'interroger sur les premières motivations qui ont poussé Hermione à créer la salle. Parce qu'au-delà de s'être rendu compte que les elfes étaient les esclaves des sorciers, ce qu'elle avait d'ailleurs plus ou moins déjà dû remarquer avec Dobby 2 ans auparavant, elle s'est surtout rendu compte qu'elle avait elle-même profité des services
l'église des elfes de maison à Poudlard, et donc par conséquent qu'elle avait elle aussi participé à cet esclavage. Et si Hermione s'est aussi rapidement mobilisée, si elle s'est aussi vite impliquée dans la création d'une association qui vise à défendre les droits des elfes, eh bien on peut se demander si ce n'est pas d'abord pour soulager sa propre culpabilité, animée par la première volonté de se faire pardonner ou de se pardonner à elle-même. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quoi qu'il en soit, même si c'est bien ça, et même si la création de la salle pourrait avoir creusé ses racines dans un motif plutôt égoïste de la part d'Hermione, même si dans un premier temps elle a foncé tête baissée et a commis des erreurs, en grandissant, Hermione a mûri et a pris en maturité, ce qui lui a permis de faire de la salle quelque chose de vraiment très important au sein de la communauté magique. Et non seulement son association est devenue quelque chose d'important, mais en plus de ça, elle peut aussi se vanter d'être devenue la sorcière qui a amélioré réellement la situation des elfes. Ce qui, je le rappelle, n'était pas arrivé depuis des siècles, puisque quelques années après la défaite de Voldemort, Hermione est devenue une membre active du ministère de la magie concernant la défense des elfes de maison, ce qui a permis de mettre fin à des siècles et des siècles de maltraitance au sein des familles de sorciers. Et c'est avec cette finalité que J.K. Rowling nous livre le vrai message, le message le plus important de toute cette histoire: battez-vous pour les causes qui vous sont chères. Au début, bien sûr que vous ferez des erreurs, mais vous en tirerez des leçons. Et à l'arrivée, peu importe ce que vous avez fait, si vous êtes animé de bonnes intentions, vous pourrez changer le monde. Quand on se lance dans l'inconnu, dans un truc comme ça, évidemment qu'on va se tromper au début. Évidemment qu'on va faire des boulettes, et c'est bien normal. Mais si la cause en vaut la peine, il ne faut rien lâcher. Il faut analyser nos échecs et se servir de ça pour aller plus loin la prochaine fois. Et d'ailleurs, je dis le mot échec, mais il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que des résultats qui nous permettent de comprendre et de nous améliorer pour nous permettre d'avancer. Puisque quand la cause en vaut véritablement la peine, le seul véritable échec, c'est d'abandonner. Alors, en fin de compte, étant donné que les elfes de maison sont par essence des créatures qui travaillent pour les autres et qui y trouvent le sens de leur vie, le seul vrai problème là-dedans, ce n'est pas vraiment que c'est de l'esclavage. Parce qu'en fait, si personne ne les faisait travailler gratuitement, ils seraient malheureux ou se sentiraient insultés. Le vrai problème, finalement, c'est le fait que ces elfes soient victimes de maltraitance. Et c'est quelque chose que Hermione elle-même finira par comprendre de son côté et qui deviendra le cœur de son combat au ministère de la magie. D'un côté, on a des créatures magiques qui trouvent le sens de leur vie dans la servitude, et quelque part qui trouvent leur salaire, non pas dans l'argent mais dans la satisfaction d'avoir été utile, et de l'autre nous avons les sorciers qui ne crachent pas sur un petit coup de main de temps en temps. Et il faut garder à l'esprit une chose, c'est que Dobby, bien que ce soit celui qu'on voit le plus à l'écran, eh bah c'est une exception dans le monde des elfes de maison. Dobby, et ça me fait mal de le dire parce que je l'adore, mais dans leur univers à eux, dans leur mode de pensée, c'est une anomalie. Et comme avant de créer la salle, Hermione n'avait connu que lui, et qu'en plus de ça, elle voit le monde avec ses yeux d'être humain qui voit là-dedans de l'esclavage, eh bien on peut tout à fait comprendre qu'elle n'ait pas compris que le reste de la communauté des elfes était très satisfait de cette situation, de cette manière de fonctionner, et que le seul vrai problème dans cette histoire, contre lequel il fallait vraiment lutter avec détermination, eh bien c'était la maltraitance envers les elfes de maison, de la part de certaines familles de sorciers malveillants qui, eux en revanche, voyaient les elfes de maison comme leurs esclaves. Le problème ne vient pas du fait que les elfes aiment travailler pour les sorciers, il vient uniquement du fait que les sorciers abusent de leur position. Et voilà les sorciers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur le même sujet, en tout cas sur l'univers de Harry Potter, que je vous mets juste là. Pour suivre mes actualités, n'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux que je vous mets dans la description. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, vous le savez, je vous fais tout plein de bisous. À la prochaine, c'était Xio, ciao!